Bonjour, je suis Delphine Chabert. Bienvenue dans Chabert Envoie, un podcast de campagne parce que je suis candidate aux élections du 9 juin 2024. Un podcast pour donner la voix à d'autres parce que pendant mon mandat, j'ai travaillé de toutes les manières à rendre visibles les invisibles. Les aides ménagères, les mamans solo, les travailleuses du sexe, les personnes sans abri, les jeunes en décrochage, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Députée, j'ai porté leur voix dans les lieux de pouvoir, là où les décisions se prennent, mais pas par ces gens-là. Alors comme je fais campagne pour continuer à être députée, j'ai ouvert mon espace de parole à des personnes qui m'inspirent, des femmes beaucoup, mais pas que, parce que tout dans leur histoire est politique et que leur voix compte. C'est comme ça que je conçois la politique, que je la respire et que je veux la faire vivre avec vous. Allez, c'est parti pour 15 minutes de discussion, ou plus, et 1000 émotions, idées ou envies à partager. Bonsoir, ce soir j'accueille Biche de Ville. Biche de Ville, tu es un artiste couteau suisse, au service du sens. Tu es un poète punk queer du réel. Et j'ai lu ta devise qui est « L'intime est politique, le rendre visible c'est le rendre vivant, lui donner sa place, prouver que nous existons ». Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que ça veut dire pour toi, cette citation ? Parce qu'en fait, presque mot pour mot, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à mon travail politique. Waouh. Bonjour. Bonjour. On va dire que l'intime et politique, c'est quelque chose que je me répète à moi souvent aussi et que je répète souvent sur scène aussi parce que je me suis rendu compte que visibiliser l'intime, en fait, c'est le rendre vivant. C'est ça quand je dis prouver qu'il existe, pour prouver que j'existe. En tant que personne trans, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, moi j'ai besoin en fait que d'autres personnes trans soient visibles. J'en ai eu besoin simplement pour me reconnaître, me retrouver, pour comprendre en fait qui j'étais. Et donc c'est ça, c'est rendre visible ce que la société actuelle dans laquelle nous vivons ne rend pas visible. À partir du moment où on le met dans la lumière, c'est pour moi un acte politique. C'est un acte politique. Et donc, c'est un acte que tu exprimes au travers, donc poète, punk. Moi, j'étais déjà entendue chanter. J'étais vue performer. Par exemple, le 8 mars, j'étais vue sur une scène devant la cathédrale. C'était plus du slam, en fait, ce jour-là. Et donc, tu prends la parole publiquement sur ces questions-là d'une façon artistique. Quels sont tes modes d'expression? Mais en fait, j'utilise un peu tout ce qui est à ma portée parce que à la base, donc moi, j'ai fait des études en tant qu'acteur. Donc, je suis de base, je suis comédien, acteur. Mais très vite, j'ai eu plein de boulots qu'on nous dit alimentaires parce on cherche le bonheur et à payer son loyer. Et puis, j'ai réalisé un film. On va dire que le premier truc conséquent, après avoir fait des vidéos sur les réseaux, sur YouTube à l'époque, mais moi, ça n'a pas décollé à cette époque-là. J'ai sorti un film où je parlais à l'époque de sexualité dite féminine, de masturbation féminine, avant MeToo, avant qu'on parle beaucoup de tout ça. Donc, j'ai aussi ce syndrome de l'avant-gardiste. Donc, moi, souvent, je m'exprime avant que ce soit la trend, avant qu'on en parle. Et donc, voilà, ce premier film, par exemple, c'était avec une vraie visée professionnelle, mais avec des moyens. Quand je dis punk, en fait, c'est parce que j'attends pas de savoir-faire pour faire, je fais. Oui. J'avais envie de parler de ce sujet, de le faire avec le regard. À l'époque, j'avais pas conscience de ma transidentité, donc un regard féminin à l'époque. Et comme en tant qu'acteur, je tournais beaucoup avec des hommes. Je voulais pas que ce soit un homme qui réalise ça. Et donc un jour, j'ai dit à un pote, vas-y, j'ai envie de faire un film. On y va. Et donc, je l'ai fait avec les moyens du bord et je pense que c'est ce que j'ai continué à faire avec mon premier album. Au niveau de la musique. Après, la poésie, elle a toujours fait partie de ma vie. Donc là, je retrouve des écrits de quand j'étais ado. Et en fait, il y avait déjà c'est moi qui faisais, par exemple, le discours pour la remise des diplômes et des trucs comme ça. Et en fait, il y a déjà tout ce feu à l'intérieur de parler des inégalités. Parce que j'étais un jeune précaire dans un collège bourgeois. J'ai traversé plusieurs choses dans ma vie. Et chaque fois, la parole, l'écrit, c'est ce qui a fait que j'ai porté en lumière les messages, en tout cas, qui me tenaient à cœur. Et les messages qui te tiennent à cœur aujourd'hui, c'est quoi ? Tu as parlé un petit peu
de ton parcours trans. Moi, je te suis beaucoup sur les réseaux. J'aimais bien ta musique, mais j'ai aussi suivi ton expression publique sur ta transition. Oui. Donc, tes sujets aujourd'hui, c'est... mes sujets, enfin, c'est tes sujets. Me, myself and I. Voilà. Oui. Que t'as envie on de va nous dire, partager. je suis mon terreau, en fait, fertile, parce que ce qui se passe aussi, c'est que je vis et que je crée au rythme des battements de mon cœur et des épreuves que je rencontre, en fait. Oui. Donc, il y a des choses qui me piquent le cœur et qui me permettent d'écrire, donc que ce soit des questions du féminisme, mais aussi la conscience écologique, ou le racisme, qui n'est pas quelque chose évidemment que moi je subis, mais que moi j'ai observé dans mon entourage, etc. Ouais. Et donc, évidemment, les droits de communauté LGBT, mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé, j'en parlais déjà sans avoir conscience que j'en faisais partie, et donc mes textes en parlaient déjà, et finalement mon écriture, elle parlait de moi sans que je le sache. Elle t'a précédée. Voilà, et c'est ça qui est assez beau dans mon projet, et voilà, je continue de partager au fur et à mesure de ce que je rencontre, et finalement ma transition, elle s'est faite publiquement. Pourquoi ? Parce que je venais d'être visible, puisque je sortais mes premiers titres. Oui. Et puis je découvre qui je suis, donc on est passé du elle au yel, du yel au il, et chaque fois publiquement, parce que c'est chaque fois lors d'interview où tu es face à une journaliste et où tu dis ben non, je ne me genre plus comme ça, etc. Et tu te découvres toi-même, et c'est assez compliqué aussi de se découvrir publiquement, parce qu'on te fait porter en fait des drapeaux, on te donne des étiquettes que toi-même tu n'as pas encore totalement assimilé, tu n'as pas encore totalement compris qui tu étais. C'est aussi pour ça que maintenant, moi, je me suis mis pendant presque un an plus dans l'ombre, parce que j'avais besoin de devenir qui je suis depuis le début, mais que parfois, ce besoin d'étiquette que la société a t'enferme en fait dans quelque chose. Là où aujourd'hui, j'ai ces étiquettes qui m'ont permis de me reconnaître, de retrouver des personnes aussi qui me ressemblaient, etc. Moi, j'ai besoin qu'elles explosent, de m'en émanciper et de devenir vraiment l'être que je suis, quoi. Et donc, c'est ton parcours individuel de devenir qui tu es. Ce qui est particulier, c'est qu'en effet, c'est aussi par une visibilité qui est liée à ton statut d'artiste, j'ai envie de dire, de personne publique. C'est un trajet individuel, mais est-ce que c'est aussi un trajet collectif ? Oui, et c'est ce que j'allais ajouter aussi, d'où l'importance de l'intime, déjà, parce que il y a ce qu'on montre de public, et à un moment donné, c'est pour ça que, malgré moi aussi, je partageais cet intime, et puis je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas seule. Et donc, le collectif, pour moi, il est là parce que j'acte énormément seule, je travaille beaucoup seule, mais la plupart du temps, ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour les autres. C'est... Comment ? Oui, il y a un côté altruiste, mais qui est vrai, en fait. C'est pas pour rire que je dis ça, dans le sens où je me suis rendu compte que je me suis oubliée beaucoup, moi, en me disant que c'était tellement important pour les autres, en fait, qu'on voit ça, qu'on parle de ça. Je pense à un shooting photo que j'ai fait il y a quelques mois, avec lequel j'étais pas hyper à l'aise, où je suis torse nu, et c'est juste après une opération, donc mon corps est encore meurtri. Il est ankylosé de ne pas avoir bougé pendant plusieurs mois, etc. Je suis pas totalement à l'aise avec les photos, et en même temps, je dis au photographe, mais c'est tellement important qu'on puisse voir aussi des corps trans différents de ces nouvelles cases qu'on met aussi sur la transidentité, aussi sur la non-binarité. On demande aussi qu'on corresponde à des codes, en fait, qui correspondent à cette société hétéro, patriarcale, capitaliste, où le corps doit être mince, androgyne pour les personnes non-binaires, par exemple. Et moi, je colle pas du tout dans ces cases-là. Donc finalement, on va dire le collectif, il est parce que je me mets au service des autres et j'utilise ma propre expérience. Et j'ai déjà reçu des paroles violentes à l'époque de personnes qui me disaient que j'étais hyper égocentrique et qui n'avaient pas du tout compris, je crois, en fait, le fait d'utiliser, comme je parlais d'outils artistiques, eh bien mon corps, mon intime fait partie de ces outils pour partager des messages forts qui puissent empouvoirer toute une communauté qui a besoin d'être visibilisée. Et est-ce que là où les communautés, parce que j'ai l'impression que tu parles à plusieurs communautés, est-ce qu'elles se manifestent auprès de toi et comment ça... Est-ce que tu deviens justement... J'ai été à un moment donné une espèce de porte-drapeau. Je l'ai vu très fort parce que à un moment on m'a dit mais tu es la personne référence en Belgique trans et
qui parle de non-binarité parce que j'étais dans les premières personnes qui étaient déjà visibles pour autre chose et qui du coup le disaient tout haut. Donc oui, j'ai été porte-drapeau à un moment, mais après je me suis retrouvée par exemple à la Pride, sur la main stage de la Pride. Ce qui n'est pas rien. Et c'est... d'ailleurs, c'était ma première Pride où je disais tout haut qui j'étais finalement. Donc, il y a un mélange à la fois de, aussi artistiquement, avoir une salle dans laquelle il y a 100 000 personnes. Waouh. Et puis aussi assumer qui l'on est et le crier haut et fort en pleine lumière à un endroit comme celui-là aussi, c'était quelque chose de fort, quoi. C'était fort aussi parce que tu te sentais dans un endroit safe, c'est quoi être ou pas parce que j'ai aussi, il faut savoir, je suis une personne neuroatypique, je suis autiste et j'ai une forme de potentiel qui fait que je sens énormément les choses. Donc par exemple, ce jour-là, c'est quelque chose que j'ai pas partagé, mais ce jour-là sur la scène, moi j'étais capable, parmi ces milliers de personnes face à moi, de voir où étaient des personnes que je connaissais, de reconnaître, dans la foule, j'ai dit à un pote, j'ai dit oui, je sais, tu étais là, d'entendre les messages négatifs qui venaient de la foule, comme les positifs. J'ai une sorte de sensibilité, sensorialité, qui m'a fait sentir tout ça. Donc c'était à la fois énormément merveilleux, mais en même temps j'ai pris cher parce que il y a peu de personnes qui me ressemblent à ce moment-là, qui étaient visibilisées. La Pride, d'ailleurs, il y en a encore beaucoup qui l'appellent Gay Pride. Elle est attendue par énormément d'hommes cis-gays, avec des codes aussi physiques bien particuliers. Et donc, moi, j'ai eu des phrases comme « mais donnez-nous un vrai mec ». Là où, évidemment, il y a énormément de jeunes, par exemple, qui venaient de la campagne et tout, et qui m'ont dit « mais en fait, en venant à la capitale et en te voyant sur scène, je me suis d'un coup sentie moins seule, reconnue, existée, vue. Et c'est pour ça que je l'ai fait. » Parce que, voilà, je cautionne pas non plus tout ce qui est véhiculé par la Pride, etc. Mais l'importance, en fait, de visibiliser, de rendre visible et de servir finalement, je suis un corps qu'on expose pour que d'autres puissent se reconnaître. Il y a un autre des thèmes, je trouve, que tu mets fort en avant, peut-être c'était plus il y a quelques mois, je ne sais pas, tu me diras, c'est la question de la précarité, notamment la précarité des artistes, et d'avoir une parole politique aussi. Donc tu as parlé de ton corps comme outil aussi. Qui te permet de travailler, mais tu parles aussi très souvent de cette question de la précarité. Alors j'en ai parlé beaucoup aussi parce que c'est un mot que je connaissais pas, et moi j'ai eu une enfance précaire, mais on l'a jamais utilisé. J'ai une maman merveilleuse qui a fait en sorte qu'on essaye de s'en rendre qu'on s'en rende moins le compte possible. Le moins compte. Oui, voilà. Bliblablou. Mais voilà, il y a pas si longtemps où finalement ce mot, j'ai compris, j'étais là, mais en fait c'est exactement ce que nous vivions quand moi j'étais enfant et que j'ai continué à vivre en tant qu'adulte, parce qu'à un moment donné, comme je disais, moi j'ai fait des métiers aussi, d'autres métiers, parce que j'en pouvais plus de cette précarité. Et puis ce qui s'est passé, moi, c'est qu'il y a quelques années, suite aussi à un burn-out dans l'enseignement, parce que j'étais aussi dans l'enseignement, où je me suis dit, voilà, j'avais à l'époque 35 ans, et je me suis dit, ok, là maintenant, qu'est-ce que je suis prêt à faire comme métier pour lequel je suis prêt à tout sacrifier. Et c'est là, en fait, que la musique est arrivée, qui était une espèce de rêve que je m'étais dit, tu dois le garder comme un rêve. Et là, j'ai fait, mais en fait, si là, maintenant, je dois tout sacrifier, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu mes meubles, tous mes vêtements. Pour pouvoir m'offrir la possibilité, parce que ça coûte cher, en fait, d'être un artiste dans la musique, produire sa musique, aller en studio, l'enregistrer. C'est merveilleux, on est dans un super studio. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai pas eu accès à un studio comme ça pour faire mon album. Et c'est très bien, mais même ce à quoi j'ai eu accès, il fallait de l'argent, il fallait du cash. Et à l'époque, étant en couple avec une personne, moi, je touchais 500 balles par mois pendant longtemps. Et puis, le confinement est arrivé, mais moi, ma carrière, elle s'envolait juste avant. C'est-à-dire que moi, ça faisait 1 an que j'étais enfermée à composer, à écrire. Ton album. Voilà, je sortais mon premier titre qui s'appelait « Mon sexe, ma bataille » sur notamment le consentement. Une semaine, c'était le 8 mars en 2020. Et le 17 mars, nous étions confinés.
J'avais une scène devant 200 personnes, je me souviens, au Riche Clair. Enfin, il y avait un intérêt de la presse, il y a un truc qui arrivait et le confinement arrive et il dit juste, vous restez à l'intérieur, les artistes, vous n'existez pas. Oui. Et donc, tout ce que moi j'avais sacrifié, tout à ce moment-là, ça se retrouvait enseveli. Et donc... pour revenir à cette question de précarité, voilà, en peu de temps aussi, la personne avec qui je vivais perdait son emploi, etc. Et donc, on s'est retrouvés avec mes 500 balles pour deux. Et on s'est retrouvés dans la file de la banque alimentaire. Et donc, un jour, c'est la télé qui était là et qui voulait la parole de quelqu'un. Sauf que personne ne voulait prendre la parole. Et moi, j'ai dit, vous savez quoi, j'ai partagé un texte sur les réseaux ce matin pour parler de ça, en disant ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que je me suis rendu compte qu'en parlant de précarité, dans l'entourage qu'on avait, les gens étaient tous en train de vivre des espèces de vacances payées, ce confinement. Et quand on leur disait que nous, on n'avait pas assez, ils ne comprenaient pas trop ce que ça voulait dire. Et là, je me suis dit, OK, il y a une scissure qui est en train de se... Ça veut dire quoi être précaire aujourd'hui? Ça veut dire quoi être pauvre? Tu peux être pauvre, avoir une bagnole et une maison, mais tu ne sais pas comment tu vas payer ta bagnole, tu ne sais pas comment tu vas payer ta maison. Et heureusement, en l'occurrence, parfois que tu peux conserver ta bagnole parce que c'est ce qui va te permettre d'aller trouver du boulot plus loin, etc. Et ça, je l'ai dit. Et ça, j'en ai parlé, en fait. J'en ai parlé tout. Et du coup, je suis devenue, à l'époque, le visage de l'artiste précaire. Et j'ai incarné ça. Et des artistes eux-mêmes sont venus me dire, non, mais tu croyais quoi, que tu allais vivre avec le métier d'artiste, etc. Et tu dis, écoute, moi, je suis en train de me battre pour quelque chose que peut-être un jour qui sera reconnu. Laisse faire ceux qui se battent et ne viens pas mettre des bâtons dans ce que moi, j'essaye de faire. Et donc, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de... C'est un message qu'on m'a demandé de porter parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps finalement, et j'ai 40 ans, que j'ai mon statut. J'ai mon statut que depuis 1 an. Et jusqu'à là, j'ai eu plein de soucis et je me suis retrouvée dans des situations où même en essayant d'avoir mon statut, j'avais plus aucun revenu du tout. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal parce que je pense que le rôle des artistes aujourd'hui est extrêmement important. On démarrait le podcast en disant l'intime est politique, l'art est politique. Et les messages les plus importants, c'est avec la musique, c'est avec les livres qu'on peut les faire passer. Donc je pense qu'il y a une reconnaissance à avoir pour le métier d'artiste. Entièrement d'accord. Et alors, un autre sujet, c'est la question, c'est venu dans la discussion des violences, des violences que tu as subies notamment publiquement sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler? Oui, tu as eu des messages très très forts qui m'ont touchée. Et pas que moi, parce que j'ai vu que tu avais quand même eu des témoignages de soutien aussi. Oui, et heureusement. Mais quand même, cette violence que tu as subie en ligne, mais on dit toujours que la violence en ligne, c'est de la violence. Oui, voilà, il faut arrêter de dire que ce qui se passe sur les réseaux, ce n'est pas la vraie vie, c'est la vraie vie, ce sont des vrais gens, en fait. C'est juste qu'on choisit de montrer ce qu'on veut montrer. Et mais des vrais sentiments et des vraies émotions. Voilà, et donc oui, je viens d'avoir une vague de haine sur les réseaux sociaux. Suite à une courte vidéo de 10 secondes dans laquelle, avec cette trend évidemment que, et je dis juste, je suis trans et autiste, évidemment que je suis invisibilisée sur les réseaux, donc même si je fais cette vidéo, tu la verras même pas. Et je dis ça en rigolant. Et l'idée, c'était de délivrer un message, mais avec le sourire et tout, bon ambi et tout. Et tout de suite, en quelques secondes, d'abord sur TikTok, j'ai eu des messages. Après, comme je suis peu sur TikTok, je peux ne pas le regarder et me dire, voilà, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et puis, c'est arrivé sur Instagram. La vidéo, là, je crois qu'elle est à 34 000 vues. Donc, une espèce de buzz. Merci les haters pour le buzz. C'est paradoxal. Mais oui, ça a commencé à... Il y en avait tous les jours. Et dès que j'ouvrais mon application, parce qu'Instagram, c'est un peu le réseau social sur lequel je suis le plus, chaque ouverture de ce réseau, eh bien, en fait, j'avais... dizaines de messages de haine comme ça c'était très difficile. C'était très difficile et j'ai d'ailleurs demandé de l'aide à des personnes qui ont des gros comptes et des contenus très visibles, et des personnes qui sont aussi engagées, des conseils pour savoir comment faire et qui m'ont expliqué comment pendant un moment bloquer les commentaires si les personnes ne te suivent pas, des astuces pour me préserver et de me dire aussi envoie quelqu'un d'autre regarder ces commentaires, ne sois pas la première personne qui les voit. Donc j'ai eu le bon réflexe, mais j'avoue que je sors d'une petite semaine d'insomnie, de stress, et je suis arrivée finalement sur cette scène du 8 mars stressée. Je tremblais avant, etc. parce que j'avais passé plusieurs nuits sans sommeil et avec beaucoup d'anxiété.
Voilà, donc c'est aussi une espèce de revers de la médaille qui ne devrait pas exister, parce que comme je parlais de l'importance de nous visibiliser, mais c'est pas parce qu'on est visible que ça doit justifier, excuser en fait cette haine qui est reçue lorsqu'on fait partie d'une minorité. Cette haine, donc cette c'est violence, de la haine pure et simple. c'est de la haine. Si tu ouvres les commentaires, c'est juste violent, non, c'est cruel. Non, j'ai pas regardé. Je ne les ai pas vus en fait, mais préservez-vous. Mais par contre, j'ai ressenti que ça crée de la souffrance. Mais c'est-à-dire que, oui, il y a plusieurs... oui, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, ça met aussi en lumière toute une société, en fait. Parce qu'à partir du moment où on parle de dizaines et dizaines de commentaires, où on parle... Enfin, comment ça commence à compter, à faire nombre, bah, tu te dis, OK, c'est le reflet quand même de la société. Oui. Et c'est ça qui est effrayant. Et je pense que c'est ça, cette fois-ci, parce que j'ai déjà eu des haters, j'en ai plein. Enfin, j'en ai eu plein depuis le début, et surtout depuis ma transition, et qui viennent m'envoyer un message personnel dans mes réseaux perso, etc. Et qui viennent bien m'atteindre et toucher là où ça fait mal. Là, ici, bon, j'ai vu qu'il y avait énormément de bêtises et de choses, les personnes ne savaient même pas qui j'étais. Mais c'est ce qui m'a fait peur et ce qui me fait mal, voilà, c'est cette conscience... voilà, de montée d'extrême droite dans le monde entier, de droits qui nous sont retirés, d'endroits où des lois sont votées pour que, par exemple, je ne sois pas soignée si je suis blessée dans un hôpital, que je sois enfermée dans certains pays. Enfin voilà, donc tout ça, cette conscience-là, elle m'est un peu réexplosée au visage avec cette dizaine enfin même centaines de messages de haine. Et heureusement que j'ai coupé le robinet, mais je crois que si j'avais laissé le robinet ouvert, ça continuait. Hein. J'ai fait le test. Hein. J'ai retiré le cache 30 minutes et la vague reprenait. Là, maintenant, c'est bon. J'ai un message de haine par jour, là, donc ça va. Je peux dealer. C'est incroyable de s'habituer à ça. On devrait jamais... On ne s'habitue pas. Bah oui, c'est ça. On ne s'habitue pas. Et ça, il y a énormément de choses que je dis d'ailleurs qui sont dans un texte qui sortira justement prochainement dans un recueil de poésie. Mais on ne s'abitue pas à la haine. Personne ne s'habitue. Et il faut arrêter aussi de dire que mais laisse glisser, laisse pisser, ça ne devrait pas te toucher. Ben si, en fait, ça me touche. Personne ne s'habitue à ça, à être montré du doigt. Voilà, je vais à la piscine 5 fois par semaine. Ça reste un endroit aussi où la transphobie est assez décomplexée, où les regards sont insistants. Voilà, ça existe et on ne s'habitue pas. Moi, j'essaie de devenir plus fort, mais par moments, voilà, quand c'est trop intense comme ça, oui, je pleure, oui, je ne dors pas. Et même si je suis raisonnée, et où je sais que, voilà, que ces personnes ne parlent que d'elles, en fait, de leurs problèmes à elles et de ce à quoi elles ne sont pas capables d'être confrontées en elles-mêmes. Donc je ne suis que le miroir de ça, je le sais, tout ça. Mais j'ai un cœur, quoi, et en plus je suis une personne hypersensible, donc voilà, c'est inévitable. Tu parlais des lois, justement. Si demain tu étais Premier ministre, si tu avais un grand pouvoir... Qu'est-ce que tu ferais en priorité ? Bon, déjà, ça ne risque pas d'arriver. Tes priorités. Mais projetons-nous. La première, parce que c'est le truc qui me touche le plus, qui est l'injustice. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Et je pense qu'en faisant notre possible pour abolir les inégalités, je pense qu'on se retrouverait plus dans des situations d'injustice. Donc il y a plein d'endroits d'inégalité, que ce soit hommes-femmes, que ce soit des inégalités par rapport à notre couleur de peau, par rapport à nos revenus, etc. Et je pense que c'est un truc... ça, je crois que je suis tout petit. J'avais, à l'époque, quand j'avais, je sais pas, 8-9 ans, et j'avais rêvé de ça. Et c'est génial parce que c'est ce que en partie je fais aujourd'hui, c'est de me dire que je voulais changer le monde avec ma poésie. Et je m'étais dit, si j'arrive à le mettre sur pause et que le garçon qui est dans la cour, j'arrive à lui enlever sa barre de chocolat et le mettre dans les mains d'une petite fille à l'époque, bon, voilà, j'étais un enfant et j'avais juste cette image d'enfant en Afrique qui n'a pas à manger. Et je me disais, si je mets le monde sur pause et que cette barre de chocolat, je lui mets dans les mains et tout, ça, pour moi, c'était une sorte de métaphore de comment j'allais essayer de remettre les... Voilà, donc... Voilà pour le premier pouvoir. Ensuite, j'écoutais la chanson « Je veux de la tendresse » de Lucky Love tantôt, et
j'ai envie de dire de la douceur comme quête ultime au lieu du pouvoir. Et voilà, j'ai envie de ça en fait. J'ai envie de câlins, j'ai envie qu'on soit tendre, j'ai envie... voilà, on est dans la force, on est dans la réussite, on est dans l'ego, etc. Et voilà, c'est un drôle de choses que je mettrais en place. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais je pense que si on sortait de l'individuel et qu'on était dans le collectif, je ne demande pas à tout le monde d'habiter dans la même maison, hein, mais plutôt de penser en termes de « je ne suis pas tout seul » en fait. Voilà, j'ai l'impression que douceur, c'est un peu mon mantra là. Et enfin, et ça c'est aussi parce que on parle de précarité et où je dis voilà, maintenant pour le moment je m'en sors mieux, mais en fait là où on va dire que l'argent qui rentre en plus va dans ma santé physique et mentale. Oui. Et en fait moi je voudrais la gratuité de ça. Oui. La gratuité des soins de santé physique et mentale, et quels qu'ils soient, parce qu'il y a on va dire médecine, je sais pas comment est-ce qu'on dit, traditionnelle, mais holistique. Enfin voilà, il y a plein de... Parce que parfois, c'est chez une médecin généraliste, c'est pas là qu'on trouve toutes les aides dont on a besoin. Et je suis bien placée en étant une personne trans et une personne autiste, à quel point ça coûte cher. Oui. Et à quel point aussi on est en recherche de trouver ce qui va permettre... d'améliorer, de pouvoir mieux vivre avec une anxiété permanente. Et puis voilà, les chirurgies physiques, il y a plein de choses, ça coûte cher. Et pour moi, ça, je veux que ce soit gratuit pour tout le monde. Merci. Et alors, la toute dernière question, Biche de Ville, est-ce que tu te sens invisible ? Oui. Et c'est drôle de dire ça, je me rends visible. Oui. Mais parce que je suis invisible, je suis dans un monde qui me fait croire que je n'existe pas. Quand j'allume la télé, quand je regarde certains films, certaines séries, je n'existe pas. Mon corps n'existe pas, mon genre n'existe pas, et je me rends visible pour prouver que j'existe, mais je me sens, et je ne suis pas le seul, extrêmement invisible dans cette société qui ne tient pas compte de notre existence et pas compte du fait qu'il est possible d'être différent des normes imposées telles qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, on est nombreuses et on a besoin d'être visible pour prouver qu'on existe et pour que finalement... plus personne n'ait besoin d'être visible parce que personne ne se sentira invisible. Merci. Drop the mic. Merci beaucoup, Biche de Ville, pour la discussion. Merci. Merci à Biche de Ville pour sa confiance à mon micro. C'était pas évident parce qu'il veut pas d'étiquette politique et je le comprends. Mais justement, on a discuté de ce que c'est la politique, faire de la politique, être partisan. Et tout dans la vie de Biche est politique. Et il en parle très bien d'ailleurs depuis qu'il est tout petit, et puis dans son travail d'artiste, de poète, dans sa transition, dans ses prises de position courageuses sur la précarité des artistes, ou sur la haine en ligne, ou sur Gaza, ou sur les travailleurs du sexe. Biche de Ville nous a partagé des morceaux de son parcours. Il en parle avec des mots précis, tranchants. Parfois, on sent une rage un peu, mais c'est surtout très poétique. Et c'est tellement agréable d'écouter ces mots, parce qu'ils sont très doux aussi, et plein d'espoir. Ce qui m'a touchée, c'est son exigence d'intégrité, sa force dans ce chemin pour être soi-même, et comment il transforme tout ça en création. Et ces créations, il les partage, et ça peut parler à beaucoup de gens qui se reconnaissent dans un bout de sa vie ou de ce ressenti, et ça, c'est important. Ce que j'aimerais, si je suis élue, c'est aller vers un soutien beaucoup plus fort et structurel des associations et des professionnels LGBTQIA+. Et dans tous les domaines, parce qu'au fond, c'est à tous les niveaux qu'il faut agir. Dans l'éducation, dans la santé, les droits, la lutte contre les discriminations, l'emploi, les médias, la production et la diffusion artistique pour une société vraiment inclusive. Voilà. Et ça, en réalité, c'est vraiment le fil rouge de mon engagement en politique. Une société vraiment inclusive. Et donner la parole à Biche, c'était important parce que ça rend visible ces questions et toutes ces personnes. Et je crois que ça commence par là.